Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 75e émission Innovation et Cross Média, une émission pour faire le point sur les grandes priorités marketing et digitales des marques pour les 6-18 mois à venir. Car les habitudes de consommation ont radicalement changé. Digitalisation des usages, attente d'immédiateté, de simplicité, de personnalisation et de transparence, telles sont les nouvelles dimensions avec lesquelles les directions marketing et digitales doivent composer. Comment ajustent-elles leur stratégie pour rester au plus proche des consommateurs et des clients? Quel parcours déroulent-elles pour s'inscrire dans une dynamique de croissance pérenne? J'ai le plaisir de recevoir 4 invités qui ont accepté de dévoiler quelques pans de leur feuille de route marketing, digital et expérience client pour les mois à venir. Avec nous, Bruno Fischer, bonjour. Vous êtes directeur digital, distribution et vente de Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France KLM. Jérôme Biguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marketing de Nissan West Europe, constructeur automobile japonais allié au constructeur automobile français Renault. À ma droite, René Harig, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Head of Digital et Customer Experience de Allianz en France, un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion des actifs au monde. Et en duplex, à distance. Et bonjour Olivier Pribille. Vous êtes directeur exécutif marketing et commercial de l'enseigne Atoll les Opticiens, 4e enseigne d'optique en France en nombre de magasins. Alors je démarre avec vous Bruno. Alors l'aérien reprend des couleurs, on en parlait un peu en off tout à l'heure et les clients sont au rendez-vous. Chez Transavia, ils apprécient l'expérience de réservation. Son service client en témoignent les multiples récompenses dont la compagnie est auréolée. Transavia est en effet désignée comme meilleure enseigne par le label Capital depuis 2017. Quelles sont alors les ambitions de votre compagnie en matière de digital, de distribution et vente pour les mois à venir? En fait, c'est assez simple. On a un enjeu majeur pour l'année en cours, c'est la croissance. Parce que Transavia, c'est une compagnie aérienne qui avait 38 avions en 2019, donc avant la crise du Covid. On va en avoir 61 cet été. Et au bout du compte, une croissance de notre production de près de 50% par rapport au niveau pré-crise. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va nourrir cette croissance? On ouvre de nouvelles destinations, on densifie notre offre sur nos destinations phares que sont le Maroc, le Portugal, l'Espagne. On va devenir la première low cost à Orly. D'Orly, on va desservir 100 destinations. Donc c'est vraiment une croissance très marquée, même si on est dans un contexte de reprise. On sent que le marché est favorable, on en parlait avant en effet. En tout cas, nous, notre objectif, c'est d'aller dépasser ce rythme de reprise pour faire de la croissance et de la prise de part de marché. Donc l'enjeu, en effet, pour le digital, le marketing digital chez Transavia, ça va être d'arriver à nourrir cette machine. Pour ça, en fait, on a un atout très fort, c'est le site de Transavia, parce que, en fait, on est notre premier distributeur. Le site de Transavia, c'est 2/3 des réservations, c'est 2 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est une machine qui fonctionne à plein pour soutenir l'effort de vente. Je parle du site, mais évidemment aussi du site mobile, de l'app. Aujourd'hui, on a 2/3 des visites qui se font sur le device mobile. On a à peu près 40% des transactions de vente qui se font sur le mobile. Et finalement, c'est un outil qu'on utilise à fond, qu'on met à jour, qu'on améliore, qu'on teste. Il y a énormément d'A/B tests qui se font, de nouvelles releases, une centaine d'A/B tests par an. C'est une espèce de chantier permanent, mais qui doit rester invisible pour le client, de manière à ce que son expérience reste la plus fluide possible. Et c'est vraiment, nous, le challenge qu'on a cette année, eh bien, ça va être, en tant que marketeur, d'acquérir de nouveaux clients, de les faire convertir et, si possible, de les fidéliser. C'est ce qu'on espère. Eh bien, vous nous direz comment ça va se dérouler. Jérôme, pour Nissan, alors les ambitions de croissance de Nissan sur le marché français sont aussi fortes et en plus dans la continuité des bons résultats du groupe, et ce malgré le contexte, la conjoncture plutôt défavorable que connaît le secteur automobile. Quels sont aussi les enjeux de votre direction marketing pour les 6-18 mois à venir? Alors, effectivement, dans le contexte de crise de semi-conducteurs, de crise du supply chain, de toute la logistique, on a notre épingle du jeu à tirer puisqu'on lance cette année en France 5 nouveaux produits électrifiés qui doivent nous amener sur une phase de croissance, je dirais, stable et pérenne, de l'ordre de 25 à 30%, avec une ambition à 50 000 voitures pour l'année 2022-2023.
Donc vraiment des ambitions de volume importantes, soutenues par un plan produit qui est en phase avec la demande des clients, puisqu'on lance des nouveautés électrifiées, on lance un nouveau crossover 100% électrique et des motorisations électrifiées sur le reste de notre gamme. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on en parlera dans un deuxième temps, mais il y a une feuille de route aussi dédiée pour accompagner et soutenir cette croissance. Absolument. René, pour Allianz, alors Allianz, comme Transavia, s'est aussi démarqué en s'imposant comme la première marque d'assurance mondiale pour la 3e année consécutive au classement Interbrand, une distinction qui vous oblige vis-à-vis de vos 5,5 millions de clients. Quels sont aussi les défis majeurs que vous devez relever au sein de vous, de la direction digitale et expérience client? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, Allianz est un assureur mondial, présent dans 70 pays, 150 000 salariés, quelques 100 millions de clients. Et en même temps, quand on regarde le marché français, nos 5,5 millions de clients nous sont fidèles et nous recommandent pour des raisons de proximité et d'expertise. Donc, au final, c'est l'humain qui est mis en avant par nos clients. Et dans notre stratégie marketing et digitale, notre préoccupation, elle va être tournée autour de l'humain. L'orientation client à travers une customer centricity et une promesse d'écouter, de collecter la voix du client de façon massive. Avoir une réponse simple et rapide, je pense que c'est un enjeu de marché. Aujourd'hui, ça passe par la simplification des processus, la simplification des produits et une approche qui se veut omnicanale, où l'humain et le digital se complètent et ne sont pas en opposition. Troisième enjeu, ça va être autour d'une communication de proximité. On sait qu'aujourd'hui, nos clients, vous êtes client, je suis client, on est envahi d'informations. La question d'avoir une communication frugale et pertinente reste véritablement un enjeu, avoir la bonne communication au bon moment. Et j'allais dire que tout ça s'accompagne d'énormément de data. On assiste à une révolution de la data, du big data dans le domaine du marketing. Alors nous, assureurs, on a l'habitude effectivement des données depuis des années, mais c'est vrai que la data au marketing se démocratise et c'est un véritable enjeu. Pareil, on reviendra. Alors on part en duplex rejoindre Olivier. Oui. Alors Olivier, le groupe Atoll est un des acteurs majeurs de l'optique en France. En quelques années, vous avez su vous transformer pour devenir première enseigne du marché à être totalement omnicanal et connecté. Quels sont aussi les enjeux futurs de votre direction marketing au sein de l'enseigne Atoll Les Opticiens? C'est vrai que Atoll est une entreprise qui a su se transformer ces dernières années de manière radicale. C'est aujourd'hui pratiquement 450 millions de chiffres d'affaires sur 800 magasins. Et c'est vrai que là, on entame un plan stratégique sur les 5 prochaines années qui s'appelle Accélératol. Donc tout est dans le titre. C'est une accélération massive en fait du business qu'on cherche à faire. Et on va se fixer sur 3 gros piliers notamment. L'innovation. On a la chance d'avoir délivré l'innovation qui fonctionne, notamment avec une lunette connectée électronique qui permet aux dyslexiques de mieux lire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très performant et qui est une innovation qui fonctionne, sur laquelle on va capitaliser. On va diversifier effectivement nos activités avec le lancement de plusieurs enseignes. On a Atoll, l'enseigne mère, mais aussi on aura Atoll Access qu'on est en train d'étaler sur tout le territoire cette année, puis Atoll Audition qu'on lance à partir de ce mois-ci. Et évidemment, la partie digitale est clé sur le business pour apporter de la croissance à nos associés, puisque je rappelle que Atoll est une COP, donc on est dans le B2B2C, et la transformation digitale va me permettre, moi, d'aller apporter du business supplémentaire et qualifié à nos associés. C'est clair. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Jérôme, justement pour aborder maintenant les chantiers prioritaires pour les mois à venir qui permettront de soutenir cette croissance. La force de Nissan est dans le parcours hybride qu'elle propose à ses clients, qui allie un réseau de 200 points de vente et bien entendu le digital. Et vous êtes arrivé dans la direction marketing en avril 2022. Sur quel axe comptez-vous accélérer sur les mois à venir? Alors, vous l'avez dit, le parcours client, il est hybride et il restera hybride. Et ça, c'est une volonté claire et c'est ma feuille de route. On a des perspectives de vente en ligne à 2025 qui sont de l'ordre de 10 à 25%, mais
qui passeront systématiquement par le réseau de concessionnaires. Le réseau de concessionnaires, pour un constructeur automobile et pour Nissan en particulier, c'est un véritable asset. C'est 200 points de vente, des dizaines d'investisseurs et qui ont une relation très particulière avec leurs clients. Donc, on voit le parcours client en étant digital et physique en concession. Aujourd'hui, le choix, évidemment, se fait sur nos plateformes. On apporte de la clarté, on permet de personnaliser le véhicule, on permet de personnaliser l'offre, de la transparence, éventuellement une pré-réservation, mais ensuite, l'expérience client passe en concession de manière à finaliser la transaction, à réaliser l'essai et bien entendu à finaliser également, ce qui arrive dans plus d'un cas sur deux, la reprise du véhicule précédent. Donc pour toutes ces raisons, le parcours client doit rester hybride et restera hybride chez Nissan. En fait, on va permettre à nos clients, et c'est quasiment le cas aujourd'hui avec Aria, vous faites votre configuration de véhicule, vous choisissez toutes les options, tous les services, et l'étape suivante, c'est la pré-réservation, un dépôt de garantie qui permet de verrouiller véritablement la commande avant de passer chez le concessionnaire et d'être recontacté par le concessionnaire. Donc c'est vraiment les prochaines étapes à arriver à engendrer cette pré-réservation sur le site internet qui va au-delà de simplement la configuration véhicule. Donc une approche plutôt e-commerce. Plutôt e-commerce. Il y a aussi un sujet autour de l'engagement des clients. Demain, aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez plutôt présent sur les réseaux sociaux, en l'occurrence. Comment vous comptez les engager davantage, ces clients-là ? Alors, à travers quelle plateforme ? On va développer notre présence sur les réseaux sociaux. On vient d'ouvrir notre page Instagram Nissan France. C'était il y a quelques jours. Et donc, on va travailler cet engagement avec notre communauté de clients au travers d'un travail sur l'influence et également la démonstration de nos technologies sur les réseaux sociaux de manière à avoir plus de proximité, plus de facilité à démontrer la technologie. On vit une révolution technologique dans le secteur automobile et les réseaux sociaux vont nous aider à véhiculer les avantages de cette nouvelle technologie. C'est clair, merci. Je repars en duplex avec Olivier pour Atoll. Alors, Atoll s'inscrit dans un nouveau plan stratégique, vous en parliez tout à l'heure, Accélère Atoll, qui couvre 2021-2026, où le digital occupe une place de choix. Sur quel chantier devez-vous accélérer pour être au plus près de vos clients et servir les fameux objectifs de croissance dont vous parliez ? Je crois que le plus important pour nous en tant qu'opticiens, c'est de bien traiter notre data. On a la chance d'avoir accès à une data fournie et de qualité. Maintenant, il faut l'agréger, il faut l'exploiter. Donc, les premières étapes qu'on a mis en place, c'était effectivement d'avoir un très bon data warehouse et un RCU qui fonctionne. Donc, quelque part, c'est la base et aujourd'hui, ça marche très bien. Maintenant, on va pouvoir utiliser tout ça pour faire des modèles d'automation, des modèles prédictifs et utiliser en fait cette data pour aller à la fois accompagner le business de nos associés, mais aussi aller accompagner et proposer des parcours d'accompagnement au bien-être visuel pour nos clients. Donc, on est vraiment dans une logique où la data va être au service du business, mais au service aussi du soin et de l'accompagnement de nos clients. Donc ça, c'est un point vraiment important sur la data. Après, c'est vrai que quand on se focus sur la data, on va très vite après sur effectivement l'IA et l'automation, et c'est quelque chose qui est important, et je vous l'ai dit. On oublie souvent la mesure. C'est assez étrange, mais en tout cas pour moi, c'est un chantier qui est essentiel. La capacité à mesurer correctement nos actions, à mesurer correctement l'ensemble des items et des KPI qui sont inhérents au parcours client. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille énormément. Parce que nous tous, dans les directions marketing, on est soumis à des quantités de données et d'analyses qui sont assez monumentaux et on est souvent en incapacité de mesurer correctement tout ça. Donc moi, j'ai mis un point d'honneur à travailler la mesure sur l'année normalement en 2023. Et puis, j'ai un gros chantier sur les contenus, puisque encore une fois, on a beau avoir un très bon traitement de la data, on a une très bonne mesure, j'espère qu'on aura tout ça. À la fin, on a un contenu qui est poussé à nos clients. Et si ce contenu est mauvais, pas adapté, pas engageant,
mal travaillé, soit en termes de pertinence, soit en termes de séquencement, il n'arrive pas au bon moment, et ben c'est raté. Donc on a vraiment un gros travail sur les contenus pour travailler à la fois l'image et aussi la partie performance. Autre question, le retail a testé du social shopping, par exemple. Est-ce que vous réfléchissez à d'autres façons de vendre aussi les montures, les produits au sens large que vous proposez au sein des points de vente Atoll? Bah, aujourd'hui, ce que nous a appris le confinement, c'est que il y avait une vraie attente de complémentarité des parcours entre le digital et le retail. On le savait, mais c'est important de voir que la période de confinement a accéléré ce mouvement-là. Il n'en reste pas moins que, tout comme dans l'automobile, à un moment donné, il faut aller voir son opticien. On peut pas tout faire en ligne. Donc, on est sur tout le travail de l'omnicanalité qui est clé, avec la préparation de sa venue en magasin en ligne et la conversion finale en magasin. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Après, le business de l'optique est un business qui se transforme totalement. On a des nouveaux entrants qui sont là pour titiller un peu le marché, soit sur du low cost, soit sur une approche très digitalisée du parcours client. On a des grands acteurs comme Atoll qui sont sur une approche qui du coup demande à être challengée. Et donc nous, on va s'inscrire dans ces transformations-là pour aller apporter encore une fois le bon niveau de digitalisation du parcours pour le client, pour lui apporter le service optimal. L'objectif, il est juste ça, il est de simplifier le parcours de nos utilisateurs, de simplifier aussi la vie de nos associés, l'ensemble de nos opticiens qui sont plus de 800 sur le réseau français et qui attendent du digital un service de qualité, apporter du trafic qualifié, apporter aussi un ensemble d'outils qui leur permettent, eux, de mieux connaître le client et de leur apporter le service optimal, puisque nous, chez Atoll, on fait du bien voir, bien-être. Le but, c'est pas simplement de vendre des paires de lunettes, ça tout le monde sait faire. Nous, on est là pour accompagner le client dans son parcours de vue tout au long de sa vie. Et pour ça, le digital est un élément clé pour accompagner ce mouvement. Merci Olivier. Je reviens sur le plateau avec vous, René. Alors chez Alliance, vous nous le disiez tout à l'heure, vous vous attachez à construire une vision centrée sur le client et à renforcer constamment la qualité de l'expérience délivrée. Quels sont aussi les chantiers, vos feuilles de route pour consolider cette stratégie CX, à la fois pour les prospects et aussi pour les clients? Alors effectivement, notre premier objectif, c'est de renforcer la parole du client, ce qu'on appelle la voix du client. Donc c'est un programme mondial qui a été lancé chez Alliance qui s'appelle Voice of the Customer, la voix du client. Et en France, ça se traduit par 1,5 million d'enquêtes en 2022 qui vont être envoyées à nos clients. En 2021, c'était 1 million, donc on a une croissance assez importante du nombre d'avis qu'on va récupérer sur le terrain. C'est 60 000 avis publiés par un tiers de confiance online. Et on a cette ambition d'être l'assureur qui va écouter son client, de faire partie des assureurs qui sont les plus ambitieux sur ce volet-là. Alors, effectivement, écouter le client, c'est bien. Activer les avis, activer les besoins du client, c'est encore mieux. Et en réalité, on a procédé à une organisation de l'entreprise autour des avis clients. Tout d'abord, être réactif face aux avis des clients insatisfaits. C'est un engagement de les rappeler dans un délai de 48 heures. La deuxième partie, c'est professionnaliser l'analyse des avis. Comment on fait en sorte de faire que nos parcours clients soient meilleurs demain? Alors ça nécessite deux aspects, un travail, j'allais dire, méthodologique, marketing, très avancé, qu'on a appelé la démarche CX. C'est la constitution de nouveaux livrables qui permettent vraiment d'avoir une expérience du client de bout en bout, vue de la compagnie, c'est-à-dire le gestionnaire, quelle est son expérience, mais aussi vue du client. Parce qu'en fait, on se rend compte régulièrement que si la qualité de service n'est pas au niveau, c'est aussi parce que les outils, parfois, ne sont pas au niveau. Et en assurance, vous savez qu'on travaille avec une multiplicité de systèmes legacy très anciens, difficiles à faire évoluer, on n'est pas un nouvel acteur. Et c'est important pour nous d'avoir cette double orientation. La deuxième chose, c'est évidemment la data. Alors, quand on parle de data, et on le disait juste avant,
Parfois, effectivement, il est très difficile d'analyser cette donnée, de la mesurer, de l'activer. Et en réalité, on repose, nous, sur des socles big data qui existent depuis 5 années, qui nous permettent de passer d'un data lake à un data hub. Et la grande nouveauté, c'est qu'on a de la donnée qui est disponible quasi en temps réel. C'est-à-dire qu'on est capable, pour chaque client, d'avoir une vue de son historique de sinistre, une vue de son historique de souscription, qui nous permettent en fait de le rendre activable et de comprendre quel était réellement son problème de façon très précise. Donc ça, c'est la partie vraiment analyse. Le deuxième chantier, il est côté digital. En réalité, et c'est intéressant parce qu'on a des points de vente physiques, que ce soit Atoll ou Nissan, et en fait, on n'est que le prolongement de l'humain. Quelque part, comme on l'a dit avant, Allianz, c'est une agence à moins de 20 minutes de chez vous, où que vous soyez en France. Et c'est un agent qui est présent en moyenne pendant 20 ans à vos côtés. Donc, cet humain, dans nos espaces clients, il est au cœur. Il est au cœur de la relation. Il est au cœur de la relation dans son accès. Il est au cœur de la stratégie de la constitution de nos parcours. Notre espace client pro, typiquement, est un espace client qu'on a voulu à 360. C'est-à-dire que le client, le gestionnaire, l'agent, l'intermédiaire commercial vont voir exactement la même chose. Donc, c'est des parcours digitaux qui se veulent transparents et en réalité dans lesquels tout le monde va se comprendre. Donc ça, c'est une des particularités. On se veut aussi innovant avec des parcours des parcours digitaux qui vont intégrer de l'intelligence artificielle. Par exemple, on a une offre petit rouleur qui nécessitait en automobile d'aller dans un garage agréé, valider le nombre de kilomètres parcourus chaque année. Aujourd'hui, il suffit de prendre une simple photo et de matérialiser la distance parcourue et de faire des vérifications de base. Imaginez le gain de temps pour chacun de ses clients. On a plusieurs centaines de milliers de contrats sur cet aspect-là. On en a parlé avant, la communication, le contenu, c'est vraiment le troisième chantier. Quelque part, nos clients nous attendent sur le volet de l'accompagnement assurantiel, les instants de vie. Donc, il faut être très pertinent sur les contenus et ne pas déborder. Alors, on réalise énormément d'enquêtes utilisateurs, d'A/B testing, de tests pour voir ce qui ouvre comme email, comme campagne aussi simplement de courrier papier. Et la question vraiment là, c'est la transparence des garanties. C'est l'accompagnement, le service disponible au bon moment. Et ça, c'est aussi un challenge qui est accompagné par la data. Le deuxième volet, c'est le marketing événementiel. Effectivement, le marketing événementiel, c'est être capable de valoriser des campagnes email exactement au bon moment. C'est un enjeu de place sur le marché. C'est être capable de pousser la bonne offre, le bon service au bon moment en fonction du bon avis. C'est extrêmement complexe. Et aujourd'hui, la maturité data permet d'y arriver. Enfin, le marketing relationnel. En tant qu'assureur, on accompagne le client tout au long de sa vie, de son premier emménagement à son déménagement, à l'arrivée d'un enfant, à la préparation de la retraite. Pour chacune des périodes de vie, des instants de vie, on le voit aussi sur notre site internet allianz.fr, on essaye d'accompagner le client avec du contenu dédié, personnalisé sur plusieurs supports, des supports multivariés. Alors, par exemple, on a des webconférences en ce moment sur la retraite qui sont accompagnées avec des réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment d'être présent de façon globale pour le client au bon moment. Voilà. C'est très clair et exhaustif. Merci beaucoup, René. Alors, Bruno, pour Transavia, on le disait en introduction, le contexte de reprise est favorable. Alors, j'ai bien aimé ce chiffre que vous m'aviez donné. Vous avez observé des pointes jusqu'à une réservation faite toutes les 2 secondes, c'est ça. Alors, quels sont aussi les chantiers sur lesquels vous êtes mobilisés pour soutenir les enjeux d'acquisition, de conversion et de rétention dont vous nous parliez tout à l'heure? J'en citerai 3. Oui. Le premier, c'est un enjeu vraiment d'optimisation de l'utilisation de nos budgets. Ça a l'air trivial dit comme ça, mais en fait, la beauté de notre offre aérienne, c'est finalement qu'on a un inventaire très large. Je parlais de 100 destinations au départ d'Orly. En fait, au total, cet été, c'est 200 lignes qu'on va opérer. 200 lignes avec des tarifs qui sont très dynamiques, comme tout un chacun peut le constater, des situations de concurrence qui vont être différentes d'une ligne à l'autre, des typologies de passagers qui ne sont pas les mêmes non plus, entre un passager qui va voyager plusieurs fois de manière fréquente, des passagers qui vont aller voir leur famille. Et tout ça a pour résultat que les engagements, les réservations par vol vont suivre des rythmes extrêmement variables. Donc nous, il y a un indicateur qui est très utile pour mesurer ça, c'est les taux de remplissage par vol, qu'il faut finalement considérer par date.
Et tout ça a pour résultat que notre produit présente quand même une forme de complexité et surtout un dynamisme très rapide, puisque on voit que depuis la crise du Covid, que les engagements des clients, les réservations sont devenus plus court-termistes. Voilà. Donc avec le contexte de croissance, on a également un enjeu de volume, en fait. Et donc la question du bon usage de nos moyens se pose réellement pour arriver à activer les bons leviers, que ce soit en social, en display, en search, sur l'ensemble du funnel, au bon moment, de manière à aller optimiser l'efficacité. Voilà. Donc là, on a vraiment une démarche d'automatisation qui est très critique, en fait, une démarche d'automatisation où nous, producteurs, allons pousser un certain nombre d'éléments, comme par exemple les taux de remplissage, aux plateformes, aux partenaires, pour aller nourrir les outils d'intelligence artificielle qui peuvent exister. Donc ça, c'est très important pour vraiment l'efficacité d'ensemble du processus. Donc, premier volet. Un second volet, qui a été, je pense, déjà évoqué 3 fois, et c'est bien normal, c'est un aspect de personnalisation, je dirais, c'est l'aspect data, du bon usage de la data, pourrait-on dire. Le but étant évidemment la pertinence, quoi. C'est d'arriver à proposer des offres, des messages qui ont du sens, qui sont attractifs, de manière, au bout du compte, à avoir une conversion. Donc on pourrait appeler ça attirer sans spammer, hein, pour le dire simplement. On a des outils, il y a des outils qui sont des outils industrie, il y a des plateformes qui, grâce à leurs outils d'intelligence artificielle, nous permettent d'identifier des bassins d'audience, des choses comme ça. Ça, c'est très puissant. Ça reste d'une certaine manière assez générique. Hein. Et là aussi, il y a un enjeu finalement d'aller croiser ces informations-là avec nos données producteurs, telles que par exemple le parcours sur site, ou bien, dans le meilleur des cas, finalement, aussi des réservations précédentes. Et c'est en allant rassembler les pièces de ce puzzle qu'on maximise nos chances finalement d'aller communiquer d'une manière efficace, sans trop en faire, au bon moment, aux clients potentiels. Voilà. Donc nous, par exemple, ça va être, selon la géolocalisation d'un client, en fonction de la météo, on en parlait avant, et bien voilà, de pouvoir amener des messages qui sont un peu plus vraiment haut de funnel et inspirationnel. Enfin, le voyage, c'est quelque chose qui est lié à l'émotion. Enfin, donc, à nous d'être présents sur ce terrain-là, finalement de dire, aujourd'hui, il a beau faire 27, mais il pleut à Paris, comme on le disait précédemment, eh bien, le moment est peut-être venu d'aller à Agadir. Voilà. Et finalement, ce sont ces données qui nous permettent de proposer ce type de message. De la même manière, par exemple, un client qui aura converti sur le site, mais n'aura peut-être pas choisi ce siège, eh bien, on aura la possibilité d'aller le ressolliciter en lui disant « mais finalement, pourquoi ne pas choisir votre siège préféré, monsieur, madame ?» de manière à faire du cross-sell. Et ça aussi, c'est un enjeu qui est primordial, d'arriver à caler, à bien doser ces offres pour qu'elles restent pertinentes, qu'elles deviennent de plus en plus pertinentes pour les clients. Deuxième volet. Troisième volet, c'est évidemment le rôle du digital dans l'expérience client. Alors, l'expérience client, pour une compagnie aérienne, ça dépasse très largement la partie digitale, mais le digital a un rôle clé à jouer là-dedans. On l'a vu pendant la pandémie. Finalement, les informations sur les consignes de tel pays, est-ce que je porte un masque, est-ce que je dois être vacciné, enfin, voilà, c'est très souvent sur le site du transporteur qu'on allait les chercher. Voilà, donc ce genre d'informations-là, mais surtout aussi des informations et des messages qu'on va pousser par CRM et le service client, pour lequel, en fait, Transavia a vraiment fait énormément d'efforts depuis un certain nombre d'années pour aller assurer le meilleur service client possible en ligne, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur WhatsApp, sur le site, par email. Et finalement, c'est la 4e année consécutive que Transavia est récompensée par le trophée CaliWeb. CaliWeb, qui est le baromètre qui va mesurer la qualité d'un service client en ligne. Donc dans la catégorie tourisme et transport, on en est extrêmement fiers. Et c'est vraiment un travail qui est constamment remis sur le métier, parce qu'au bout du compte, l'expérience du client va se mesurer sur l'ensemble de son parcours. Et donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour que cette expérience soit la meilleure possible, de A à Z, évidemment aussi dans l'idée de le fidéliser au bout du compte. Eh bien, merci beaucoup. Alors, dernier tour de table avec une dernière question un peu plus prospective. Si on se projetait au-delà de 2022, un peu plus, davantage sur 2023, je vous laisse la parole, Bruno. Quels sont les autres axes de réflexion que vous menez ? J'en citerai 2. Le premier concerne vraiment le marketing digital, le second est plus large. Celui qui concerne le marketing digital, on parle de data, on ne peut pas ne pas se poser la question on parle de la fin des cookies, parlons en tout cas d'un monde avec moins de cookies.
et finalement des conséquences que ça peut avoir en termes de tracking, en termes de monitoring de la performance, de pilotage de nos efforts et de nos investissements, avec au bout du compte toujours la question de la pertinence. Parce qu'un cookie, ça reste un accessoire précieux pour adresser des messages pertinents aux clients. Et donc là, il y a différents chantiers, certains qui sont déjà engagés, notamment sur la question du suivi et du pilotage des performances, donc en s'équipant d'outils qui vont nous permettre d'extrapoler, en fait, finalement, sur la base des consentements dont on dispose. Dans le cas de Transavia, on a un taux de consentement qui est à 70%, en fait, finalement, depuis le début d'année. Et finalement, arriver à extrapoler, finalement, là, une forme de visibilité sur les 30% restants, moyens de données anonymisées et d'intelligence artificielle. Donc ça, ça te paraît primordial. Voilà. Et en deuxième instance, la vraie question qui va se poser, c'est évidemment comment est-ce qu'on arrive à rendre sensibles des vrais bénéfices à nos clients ou à nos clients potentiels. Finalement, pourquoi est-ce que j'irais créer un profil client, quoi. Parce que ce sujet du cookie, en fait, il est un peu à 3 étages. Il y a un volet réglementaire qui est peut-être d'une certaine partie, qu'on connaît déjà. Voilà. Il y a un volet technique qui a commencé, qui va continuer. Il y a surtout aussi un volet comportemental. Continuer sans accepter, qu'on va rester à 30% de decline, sans doute que non. Enfin voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui se préparent sur la durée et qu'on essaie d'anticiper. Le second volet, c'est finalement d'aller présenter les efforts qu'on fait chez Transavia sur le sujet de développement durable et l'engagement sur le développement durable. En tant que compagnie aérienne, c'est évidemment un sujet qui est extrêmement important. Aujourd'hui, par exemple, si je parle du site, on va aller présenter dans le processus de réservation, dans le booking flow, une information très transparente sur les émissions et également proposer un modèle de compensation au choix du client, de compensation de ces émissions. Donc on participe à un programme de reforestation donc qui permet finalement de compenser les émissions carbone sur un trajet donné. Et finalement, on fait beaucoup plus. Parce que Transavia va s'inscrire dans les objectifs de développement durable du groupe Air France. C'est la réduction de 30% des émissions par passager à horizon 2030. Les outils pour faire ça, c'est le changement de flotte, des nouveaux avions qui sont moins polluants, 15% de moins. C'est l'écopilotage, c'est les biocarburants. Sur ces sujets-là aussi, les points de contact digitaux ont un rôle essentiel à jouer pour convaincre que les actions en ce sens sont utiles, portent leurs fruits, et on l'espère au bout du compte pour faire la différence. Merci beaucoup. Alors, on va aller rejoindre Olivier pour Atoll. Quels sont aussi les axes de réflexion à plus long terme que vous avez en tête ? Écoute, moi, sur la partie plus prospective, on parlait de révolution data et on sait tous qu'on est sur cette révolution data. La révolution du durable, du développement durable, elle est encore plus fondamentale parce que elle va avoir un impact très fort sur les consommateurs évidemment, mais sur toute la structure de l'entreprise. Donc nous, la partie développement durable, c'est quelque chose qu'on regarde de très très près depuis longtemps chez Atoll. Alors on a fait beaucoup d'efforts et toujours dans une démarche très progressive, petit à petit. Mais il faut imaginer que la filière optique, elle a juste oublié pendant de nombreuses années qu'elle avait une empreinte carbone. Et chez Atoll, on s'en est occupé depuis presque 10 ans avec beaucoup de travail sur le recyclage de l'eau. Ça peut paraître étonnant, mais un verre, quand vous avez un verre que vous voulez tailler pour mettre dans une monture, tailler un verre, c'est 40 litres d'eau qui est consommée. C'est hallucinant. Donc il faut imaginer que chez Atoll, on a fait en sorte de mettre en place tout le recyclage de la filière industrielle pour que l'eau soit totalement recyclée. Donc on a 99,9% de l'eau qui est recyclée à chaque fois qu'on taille un verre. Le reste est de l'évaporation, quoi. Donc ces gestes-là, ces étapes-là, elles sont fondamentales pour nous parce que elles s'inscrivent dans une démarche évidemment de protection de l'environnement, mais de protection du modèle aujourd'hui industriel de l'optique. Deuxième point qui est important pour nous, c'est essayer de rapatrier aussi des filières de production en France. La monture que je porte aujourd'hui, c'est une monture Atoll qui s'appelle Oneo, qu'on a lancée il y a 4 mois maintenant, qui a un carton absolu. Elle est juste faite en France, elle est OFG, donc Origine France Garantie. Les matériaux viennent de France, tout a été produit en France, c'est recyclé, recyclable, et le bilan carbone, c'est 20 fois inférieur à ce qui serait fait si la monture venait de Chine. Cet effort industriel-là, il est pour nous fondamental parce que
il s'inscrit dans une démarche certes de durabilité, mais aussi d'emploi. D'emploi dans la filière de l'optique, d'emploi au sein de notre industrie au sens large, d'emploi aussi pour les verres, puisque les verres sont faits en France. Euh, et donc, moi, mon souhait aujourd'hui sur la suite, c'est évidemment d'aller encore accélérer plus sur la fabrication française, sur l'OFG au sein d'Atoll, sur le recyclage de l'ensemble des éléments de la filière de production qui nécessitent de la recyclabilité, et puis d'aller travailler aussi sur la seconde main. C'est tout con, mais je crois que vous savez bien que dans l'optique, il y a cette petite tendance à aller offrir des deuxièmes paires, des troisièmes paires, des quatrièmes paires pour certains. Ces paires, elles finissent à la poubelle, hein. Donc, moi, très clairement, là où j'ai, je pense, un élément fort sur lequel on peut jouer et sur lequel Atoll peut jouer, c'est le travail de la seconde main. Comment derrière on redonne vie à une monture pour qu'elle soit réutilisée, revendue ailleurs, reproposée à des clients qui peuvent trouver par là un intérêt aussi, comme on le voit sur l'ensemble d'autres marchés. Merci Olivier. Je reviens sur le plateau avec vous, Jérôme, aussi à moyen terme, plus long terme, quelles sont aussi les réflexions complémentaires que vous menez à celles que vous nous avez exposées tout à l'heure? Là aussi, c'est un enjeu de développement durable et de neutralité carbone. Finalement, c'est un enjeu qui vient maintenant au-delà des départements RSE, qui maintenant s'impose même dans les directions marketing, digital et expérience client. Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut parler de l'outil industriel et du produit. Donc, la feuille de route, elle est assez simple. On a parlé d'électrification. Si on se projette à l'année 2030, 100% de la gamme sera électrifiée. Pour avoir une ambition à long terme, 2050, au global, pour la marque Nissan dans le monde, de neutralité carbone. Donc, ça va se faire par étapes, évidemment. Une des étapes fondamentales va être le lancement de notre crossover compact en 2026, qui sera fabriqué en Angleterre, dans une usine dont toute l'énergie sera produite sur place. C'est de l'énergie renouvelable, donc ça sera une fabrication sur un périmètre carbone extrêmement réduit. Donc c'est demain. C'est également le successeur de notre citadine, la Micra, qui sera là aussi fabriqué en 100% électrique dans une usine en France. Et le second enjeu, c'est la data. Et la data va aller avec l'électrification de la gamme, puisque les voitures sont connectées, sont de plus en plus connectées et vont nous permettre de récupérer des informations pour offrir à nos clients des services qui seront plus adaptés à leurs besoins. Évidemment, on peut parler de facilité, de planification de trajet, de recharge. Tout ça va s'interconnecter pour faciliter l'utilisation de ces véhicules. Merci beaucoup, Jérôme. Et le mot de la fin avec vous, René. Plusieurs points. Je pense que le premier point autour du marketing digital de demain, c'est quelque part d'assurer la promesse de ne pas trahir nos valeurs d'assureurs humains, tout en apportant et en répondant aux usages des Français, notamment sur la partie digitale qui se sont massivement accélérés pendant le Covid. Je vous donne un exemple. En 2018, on devait avoir 30% de nos déclarations de remboursement santé qui étaient faites online. Aujourd'hui, on a près de 85% de ces demandes de remboursement santé qui sont faites online. Donc on a vu une accélération massive des usages. Il va falloir répondre à ces usages quand bien même on est une marque historique. L'autre point, quelque part, et je pense que ça, c'est les GAFA qui nous l'ont un peu apporté, on a des marques qui ont une très grande notoriété. C'est qui je suis. On a ce qu'on vend, des montres, des produits d'assurance, des voitures. Et quelque part, on a l'écosystème de confiance. Quand on parle d'Amazon, quand on parle de Google, quand on parle d'Apple, ils ont un écosystème de confiance. Aujourd'hui, notre grand challenge va être d'apporter des services digitaux aussi bien qu'on apporte des services de façon physique. C'est vraiment un des aspects que je vois sur le marketing digital. Ensuite, et ça c'est plus pour nos directions marketing, quelque part, et digital, c'est de passer de ce qu'on appelle l'UX, la user experience,
à la customer experience et cette transformation, ce change management qu'on va devoir faire pour faire en sorte que un parcours qui va commencer dans un comparateur en ligne, qui va souscrire en agence, qui va avoir des modifications de contrats online, qui va avoir une indemnisation qui va se faire dans une plateforme de service. Vous voyez qu'on a une omnicanalité qui est présente et il est impensable de continuer à voir la vie en silo. Il faut voir la vie de façon transverse et accompagner le client. Et ça nécessite justement de s'intéresser à toute sa vie, de prendre de l'info, de prendre des avis, de faire des tests utilisateurs et d'être très performant dans ce volet-là. Enfin, je pense qu'on a parlé, le volet RSE est extrêmement présent dans notre action. Encore un chiffre, on a divisé par 4 le nombre de contrats imprimés entre 2018 et fin 2021. C'est massif, c'est des millions et des millions de pages qui n'ont pas été imprimées, peut-être jetées à la poubelle, mis dans un classeur. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. La question est bien d'assurer la dématérialisation de notre relation, et j'allais dire une dématérialisation de qualité. Aujourd'hui, pour terminer sur le parent pauvre de la user experience restera l'éditique, les contrats qu'on va imprimer. Il ne faut pas oublier que nos clients, à plus de 60-70%, utilisent le mobile aujourd'hui chez Allianz pour aller dans leur espace client et voir leurs contrats. Donc il faut aussi leur apporter une expérience de lecture de PDF qui soit correcte pour qu'on puisse bien comprendre les choses. C'est vrai. Ça peut servir. Voilà. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous les 4. Merci Olivier. Merci à vous 3 sur le plateau de nous avoir partagé vos feuilles de route pour les mois à venir. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. À bientôt. Merci. Merci.